Merci Marco. Donc je reprends la main pour l'introduction. C'est moi qui vais modérer le stream au nom du SOUG durant toute la matinée. Cet event du 28 était originellement prévu à Lausanne. On va le faire de manière remote et virtuelle pour les raisons que tout le monde connaît. Donc c'est la raison pour laquelle on a également quelques sessions qui sont proposées en français. Donc vous verrez sur l'agenda, hein, ce n'est pas forcément uniquement dans ce stream, d'autres sessions en français sont données sur d'autres streams. La première session ce matin va être donnée par Franck Pachot, qui travaille chez DBI Services depuis 2013. Une petite parenthèse durant quelques mois chez un autre employeur, mais Franck a le rôle de database évangéliste chez nous. Il travaille essentiellement sur les technologies Oracle, mais d'autres technologies également, en tant que principal consultant. Et voilà, sa session, j'ai eu le plaisir de la voir dans une conférence en Allemagne. Il va vous donner 19 raisons, 19 fonctionnalités que vous allez certainement manquer en quittant database, la database Oracle, en utilisant d'autres RDBMS. Donc, je vais laisser la main à Franck pour démarrer la session, de manière à ce qu'on ne perde pas de temps. Et voilà, je participerai aux questions à la fin de la session. Franck. Très bien, merci Yann. Juste pour être sûr, tout le monde voit mon écran? Oui. Ok, alors c'est parfait. En tout cas, c'est bon, tu peux y aller. Donc c'est parfait. Donc Yann m'a déjà présenté, c'est pas la peine de refaire. Je travaille à DBI Services. Ce que je vais préciser aujourd'hui, c'est qu'on travaille aussi en remote. Bien sûr, on fait beaucoup de remote ces derniers mois, mais ça veut dire que si vous êtes en France, et on peut faire aussi du consulting en remote. Ça peut être aussi des audits de licence, ça peut être aussi des formations. En fait, on s'aperçoit qu'on fait à peu près tout et que ça fonctionne assez bien en remote. Donc, le sujet, je vais parler de 19 fonctionnalités. Alors, quand j'ai préparé cette présentation, j'ai mis 19 parce qu'on était en version 19. Et donc, le chiffre est sorti comme ça. C'est évidemment beaucoup trop. Donc, il y a des fonctionnalités sur lesquelles je vais rester longtemps, qui sont importantes, et d'autres qu'on va passer plus vite. Et l'idée, en plus, ça n'a rien à voir avec la version des fonctionnalités que je vais montrer. Elles existent même depuis Oracle 7. L'idée, c'est vraiment de montrer ce qu'on utilise sur Oracle et auquel on ne pense pas forcément. La raison pour laquelle j'ai fait cette présentation, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce graphique de DB Engine. En fait, on parle beaucoup des alternatives aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de bases de données. Je pense qu'il y a une nouvelle base de données tous les jours. C'est assez difficile à suivre. Et bien sûr, on parle de plus en plus de l'open source, hein, de la même manière qu'on est passé d'Unix à Linux il y a quelques temps. Aujourd'hui, les gens essaient de passer vers des bases open source. Et ce graphique de DB Engine Ranking montre une croissance de certaines bases de données. Mais il y a deux choses à préciser si vous avez vu ce graphique. La première chose, c'est qu'il s'agit d'une échelle logarithmique. Ce qui veut dire que quand vous voyez quelque chose qui grossit tranquillement, en fait, ça grossit de manière exponentielle. Donc, attention à ça. Les choses qui grossissent de manière exponentielle, soit elles ralentissent à un moment, ou soit elles explosent. Donc, à l'échelle logarithmique, ça ne veut pas dire que parce que MongoDB, par exemple, augmente ici, qu'il va rejoindre les trois leaders qui sont Oracle, MySQL et SQL Server. Donc, c'est la première chose auquel il faut faire attention. La deuxième chose, c'est un score de popularité. Les bases qui sont dans le top, elles ne sont pas dans le top forcément parce que c'est les meilleures, parce que c'est les plus performantes, parce qu'elles sont la meilleure haute disponibilité, etc. C'est la popularité. On en parle sur Stack Overflow, on en parle dans les réseaux sociaux, on en parle dans les conférences, etc. Donc, faire attention aussi à ça, c'est que s'il y a un outsider qui commence à être connu, par exemple MongoDB, par exemple Postgres, on en parle de plus en plus. Donc, ça grossit dans ce graphique. Et comme tout le monde le voit grossir dans ce graphique, on en parle encore plus et il y a cet effet exponentiel. Donc, il faut faire attention à ça. Et ma présentation, c'est un petit peu pour montrer l'opposé parce que très souvent, on va parler des nouvelles fonctionnalités qui viennent d'arriver. Par exemple, Postgres, tout d'un coup, a du partitionnement. On va en parler beaucoup.
MySQL fait des hash joins, on va en parler beaucoup, mais on ne va pas forcément parler des fonctionnalités qu'on utilise sur Oracle depuis 20-30 ans. Hash join, par exemple, ça existe depuis très longtemps. Donc, faire attention avec la popularité. Il y a des fonctionnalités où ils disent « Oh, maintenant, il y a la même chose sur d'autres bases », mais pas forcément dans le détail, ce n'est pas forcément les mêmes. Donc, c'est l'occasion déjà de savoir ce que vous risquez de ne plus avoir si vous changez, si vous partez sur des nouveaux projets, sur des bases open source, par exemple. Donc, il faudra faire attention à ça et au coût que ça peut avoir de ne pas avoir cette fonctionnalité. Ou ça peut être simplement un moyen de faire un refresh, une piqûre de rappel sur des fonctionnalités qu'on utilise tous les jours sans même vraiment s'en apercevoir. Et je vais commencer par des choses très, très simples, par le select. Alors, évidemment, toutes les bases de données permettent de faire des selects. Mais sur Oracle, il y a quelque chose qu'on trouve quasi sur aucune base de données, c'est qu'on peut faire un select qui ne pose absolument aucun verrou. Et je vais montrer ça sur une démo pour vous montrer à quel point ça va. On peut vraiment faire des selects sans rien bloquer du tout. Donc ici, j'ai partagé mon écran en deux. Ça va se passer sur le haut, sur le bas où je vais lancer SQL+. Simplement, je vais faire un select, mais GCT, un vieux truc de SQL+, où je mets une page size très petite, pause on. Mon idée, c'est de faire des fetch, pas ligne à ligne, mais quelques lignes par quelques lignes, parce que je travaille sur une petite table, mais c'est pour vous montrer ce qui se passe quand on fait un select qui dure longtemps. C'est-à-dire, durer longtemps, c'est soit parce qu'il est long, ou c'est soit parce qu'on va fetcher les lignes au fur et à mesure. Et pendant que ce select tourne, donc ici, j'ai commencé à aller chercher quelques lignes, mais le curseur est toujours là, ouvert. Pendant que je fais ça, et je me suis trompé, il faut que je revienne. Je me suis trompé d'écran, pardon. Donc, on va recommencer à lancer SQL+. Ah bien, tout c'était. Et allez, sur l'écran du haut, où là, je recommence une troisième fois. Je ne sais pas trop pourquoi je n'ai pas réussi à aller sur l'écran du haut sur Tmux. Sinon, je passe au slide, mais ça serait dommage. J'ai aussi une vidéo, hein, j'ai mis le lien de la vidéo. Donc, voilà. Je passe sur l'écran du haut ici. J'ai ma souris qui m'envoie des signaux parasites. Et ici, je lance SQLCL, qui est la ligne de commande qui vient avec SQL Developer. Et j'ai un problème. SP unknown beginning. OK. Je suis désolé, je vais passer sur la vidéo pour vous montrer ça. Parce que j'ai un problème de connexion. Normalement, ça marche mieux quand on est en remote, mais pas aujourd'hui. Et je ne veux pas perdre de temps parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous montrer. Donc, je mets vite fait la vidéo ici en assez large pour vous montrer ce que je voulais faire. Et je l'interromps. Voilà. Donc, en fait, ce que je voulais montrer, c'est qu'un select, dans l'écran du bas, quand il est en cours, ne pose aucun verrou. Et donc, je vais dans l'écran du haut et je vais déjà vérifier que je n'ai aucun verrou. Donc, je mets juste un bon timestamp et je vais regarder dans $SQL. J'ai lu 5 lignes. Il n'y en a que 3 d'affichés, mais en fait, avec mon fetch size, il m'a lu 5 lignes. Et c'est en cours d'exécution. Je ne suis pas sur le end of fetch. Mon curseur est ouvert, en fait. C'est comme ça qu'on voit que le curseur est ouvert. Ici, dans cette session, je peux lire la même table et je peux faire un update.
ça a été vite, mais j'ai fait un update de la commission, j'ai mis 1. Et je peux aussi, je vais juste interrompre pour vous montrer, et je peux aussi, alors c'est aussi une fonctionnalité d'Oracle, voir toutes les versions d'une ligne. En fait, si on peut faire ce select sans verrou, c'est parce que Oracle fait du MVCC, du multi-version pour la consistance. Et donc, ici, j'ai fait un update pendant que l'autre faisait un select. Et je vois que le select peut continuer parce que le curseur est toujours ouvert. Et donc, je vais le continuer en bas. En bas, j'ai fait entrer, j'ai lu 3 lignes de plus. Et donc, si je reviens là à refaire un select sur $SQL, je vois que j'ai lu des lignes de plus. Donc, pour vous prouver que mon curseur est toujours en cours, je suis toujours en train de lire des lignes. Et en même temps, je peux faire n'importe quoi. Je peux updater et donc je peux faire des maintenances comme un move. Je peux même faire un drop de table. Alors, le but, ce n'est pas de vous montrer qu'on peut dropper des tables en production, bien sûr, mais c'est pour prouver qu'il n'y a vraiment aucun verrou. J'ai droppé la table en haut et je continue à la lire parce que je lis une image consistante. Donc, je lis les données telles qu'elles étaient avant ce drop. Voilà, je repasse vite fait sur les slides. Ça, c'était pour avoir mon lien de démo. Donc, première chose importante, bien sûr, toutes les bases de données peuvent faire des selects, mais avec Oracle, on peut faire des selects sans rien verrouiller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire des queries directement sur une base transactionnelle, et ça, ce n'est pas possible ailleurs. Postgres a aussi MVCC, donc ça reste possible, mais vous allez sur SQL Server, vous allez sur DB2, vous allez sur d'autres bases où vous n'avez pas cette possibilité. Je voyais ce matin un tweet de Brent Ozar, donc qui travaille plutôt sur SQL Server, et qui râlait un petit peu de voir des instructions, des selects en no-lock sur SQL Server. Parce que SQL Server, comme un select va verrouiller les lignes, ils font la possibilité de ne pas les verrouiller, mais bien sûr, on lit des choses qui sont inconsistantes. Avec Oracle, les selects que vous faites ne verrouillent rien et sont consistants. Et c'est une des features les plus importantes qui existent depuis Oracle 7, bien sûr. On a vu les selects. Insert, pareil, des inserts, vous en verrez partout. Par contre, des inserts en direct pass qui permettent de faire du fast load, en fait, de charger beaucoup de lignes. Vous allez le trouver sur la plupart des bases de données commerciales, SQL Server, DB2, etc. Mais vous ne le verrez pas sur des bases de données open source. Ça veut dire quoi? Alors, ça pose un problème pour les data warehouse, où on veut charger beaucoup de lignes en même temps, mais ça pose aussi des problèmes au DBA. Il y a un jour, on a envie de faire des migrations, des réorganisations, etc. Et il y a une grosse différence entre faire des inserts ligne à ligne qui vont mettre à jour les index ligne à ligne que ce direct path insert. Donc là aussi, quelque chose à faire attention, ça ne vous bloque pas de démarrer un nouveau projet sur une autre base de données. Mais il faut réfléchir au temps qu'on gagne et aux opérations qu'on peut faire avec un downtime très court sur Oracle par rapport à d'autres bases de données. Et j'avance sur quelque chose qui est plus une comparaison avec Postgres. Donc, Postgres, c'est assez bon sur le select qui ne verrouille pas. Il n'a pas l'insert for update. Par contre, il ne fait pas d'update, de vrai update physiquement. Alors, bien sûr, il y a une instruction update. Mais quand Postgres fait un update sur une ligne, en fait, il va insérer une nouvelle version quelque part. Et ça a une grosse conséquence. Parce que updater juste un octet sur une ligne peut poser un problème de générer trop de redo, les walls, etc. Je vais retenter mon écran de démo pour vous montrer ça parce que ça serait sympa. Je ne sais pas exactement ce qui me bloque. Je pense que j'ai ma souris ou quelque chose qui m'envoie des enter quand je ne veux pas. Donc, que j'aille sur la démo de InPlace Update. Si je reviens là, je vais dropper une table démo. Il n'y en a pas, c'est très bien. Je vais créer une table. Okay, à chaque fois, je vais en bas. C'est pas grave.
Ce que je vais faire des copier-coller. Normalement, j'utilise Tmux pour éviter de faire des copier-coller. Mais je vais faire des copier-coller dans la bonne fenêtre et ça marchera bien. Donc, j'ai créé une table, démo, je me connecte et je vais insérer des lignes dedans. Alors, ça irait plus vite si j'utilisais Tmux, mais ça va aller quand même. On va regarder sa taille. Je vais me créer un alias qui va juste me regarder les statistiques, en fait. C'est-à-dire que si je le lance, je vois mes statistiques de session et l'avantage, c'est que je vais pouvoir faire un delta comme ça. Donc, je me reconnecte, c'est pour remettre les statistiques à 0 sur MyStat. Si je vérifie, je dois être à 0. Et en fait, ce que je veux vous montrer, c'est qu'ici, je fais juste un update. J'ai une colonne qui est un flag, qui était à no, je le mets à yes. Donc, je ne modifie pas grand-chose, mais sur toutes les lignes. Si je regarde la taille de ma table, elle fait toujours 12 mégas, la même chose qu'avant, hein, si on revient. J'avais 12 mégas de redo générés quand j'ai fait mon insert, et j'avais 12 mégas. Donc, pour montrer quelque chose qui nous paraît normal sur Oracle, je change un yes en no, ça ne fait pas grossir la table. Par contre, je vais comparer ça avec Postgres. Alors, je vais lancer déjà mon MyStat pour montrer aussi que je n'ai pas beaucoup de redo générés. En fait, j'ai qu'un méga de redo généré. Pour avoir modifié un octet, bon, bien sûr, dans le redo, il y a aussi des infos de row ID, etc. Maintenant, sur l'écran du bas, je vais faire la même chose sur Postgres. Pourquoi j'utilise Postgres? Parce que c'est la base open source qui semble être une alternative à Oracle pour beaucoup et qui peut l'être dans certains cas, mais il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on fait des updates qu'on a la même performance derrière. Je vérifie juste si j'ai une… Voilà. Donc, sur Postgres, je crée une base démo. Ça, c'est un avantage, c'est rapide. Je me connecte dessus. Je crée une table démo très similaire à ce que j'ai fait au-dessus pour Oracle. J'insère des lignes d'une manière très similaire. On fait un analyse sur Postgres, c'est l'équivalent du DBMStat. Et je vois que ma table, elle fait 11 mégas, c'est à peu près l'équivalent. J'avais 12 mégas sur Oracle. Bon, le storage est différent, les PCT free, ben, il n'y en a pas en fait. Et ici, j'ai un moyen qui va me permettre de montrer le redo parce que je n'ai pas directement de statistiques de redo. Chose importante, je fais le même update. Je change mon flag de no à yes sur mes lignes. Et ici, je regarde le WAL size. Le WAL, c'est le redo, hein, c'est les Whitehead login. J'ai généré 12 mégas. Donc, la totalité du volume de ma table, j'ai changé un octet sur chaque ligne, j'ai régénéré la totalité du volume de ma table, alors que sur Oracle, j'avais qu'un méga. Et ça, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'update in place. Il va réécrire toutes les lignes. Si je regarde la taille maintenant de ma table, elle est à 22 mégas. Elle a juste doublé. Parce que Postgres fait la même chose que Oracle pour faire des selects qui ne verrouillent pas. Il garde les anciennes versions. Mais Oracle, il les met de côté dans l'undo. Postgres, il les garde dans la table. Et donc, ça fait grossir la table. Et de temps en temps, il faut faire un vacuum. Ça pose des problèmes de performance sur du gros volume. Il faut y faire attention. C'est des choses auxquelles on n'a pas l'habitude sur Oracle parce que ça marche tout seul. Tant que je suis sur l'écran de démo et que ça marche un petit peu mieux, je vous fais la démo pour la troisième feature que je voulais vous montrer, qui est Index Only Access. Alors, je suis toujours sur Postgres. Je remets mon flag à no et je fais un explain plan pour un count étoile dessus. Donc, je vois que j'ai un index only scan, c'est-à-dire l'équivalent d'Oracle d'aller lire l'index, mais de ne pas avoir besoin de lire la table. Pourquoi? Parce que je fais un count de n et j'ai un index sur n. Donc, je n'ai pas besoin d'aller voir la table du moment que n est note nulle et que j'ai un index. Par contre, si je regarde juste le plan comme ça, je me dis, ouais,
Postgres, il fait pareil. Index only scan, il n'a pas été voir la table. Mais si vous regardez dans le détail, heap fetches, heap c'est la table en fait, il a été voir la table quand même. Donc le plan d'exécution vous ment un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a un plan qui pourrait ne lire que l'index, mais du fait de cette gestion des modifications pour pouvoir permettre les selects concurrents, du fait de ça, eh ben, on doit quand même aller voir la table pour savoir s'il y a des transactions concurrentes. Si je vais sur l'écran du haut, donc si j'ai bien compris, ça il faut que je le fasse à la main, et donc je vais sur l'écran du haut. Ok, je crois que j'ai compris ce qui ne marchait pas dans mon Tmux, donc on va faire autrement. Je fais la même chose, je commit, et je fais un explain plan. Donc là, j'utilise gather plan statistique et dbmsx plan. Je suis revenu là. Alors, je vais copier-coller. J'en étais où? J'ai fait mon update. Je commit. Et je regarde le plan d'exécution. Donc, sur Oracle, j'ai un index only scan. Ici, c'est même un index fast full scan. Mais je ne vais pas voir du tout la table. C'est la différence. Vous le voyez au nombre de buffers. J'avais beaucoup plus de buffers dans ma table. Hein, sur les 12 mégas, j'en avais. Pardon, je remonte. Mais j'avais 12 mégas, donc vous divisez par 8K. OK, je reviens sur les slides. Je regarde le temps parce que du fait que j'ai mon Tmux qui ne marche pas, je perds un peu de temps. Mais chose importante et un petit rappel. Pourquoi est-ce que c'est intéressant cet accès index only scan pour l'optimiseur? En fait, quand vous allez lire beaucoup de lignes, un full table scan est très bien. Parce que c'est le même coût en fait, que vous en lisiez peu ou beaucoup. C'est le coût d'aller lire toute la table. Quand on va lire que 2-3 lignes, 10 lignes, c'est mieux d'accéder par index. Donc, on accède par index et puis après, on va voir ces quelques lignes dans la table. Le coût, il est linéaire. Pardon, je parle du mauve là. Donc, il est linéaire, mais il grossit vite parce que pour chaque entrée d'index, on doit aller voir la table. Et le fait d'avoir toutes les colonnes dans l'index, qui s'appelle covering index sur d'autres bases de données, on a un coût qui augmente, mais beaucoup moins parce qu'on ne va pas avoir la table du tout pour chaque ligne. Donc, ça augmente juste par rapport au nombre de feuilles d'index et ça augmente beaucoup moins. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité de performance hyper importante quand on a une requête qui est exécutée beaucoup et qui va lire 100, 1000 lignes. On ne va pas faire un full scan et l'accès par index risque d'être trop lent. Et sur Oracle, on a cette possibilité qu'on n'a pas partout. In-place update, index only access. 5e feature, j'en ai 19. Hein, vous allez voir que je vais accélérer sur la fin, mais je commence vraiment par celles qui me paraissent les plus importantes. Sur Oracle, pas besoin de réorganiser. Alors, je sais qu'il y en a qui font des rebuilds d'index réguliers. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais rebuilder des index, mais de manière régulière, sans avoir une bonne raison, il n'y a pas besoin sur Oracle. Parce que Oracle maintient toutes les structures pour qu'elles puissent être interrogées. Là où d'autres bases de données, je reprends l'exemple de Postgres, il va faire au plus vite pour insérer, updater les données, mais elles ne sont pas optimales pour aller les interroger après. Il faut faire un vacuum. Donc, nettoyer les anciennes lignes. Dans mon exemple tout à l'heure de l'update d'un flag only, après ça, il faut faire un vacuum pour aller nettoyer les anciennes lignes. Sur Oracle, pas besoin de réorg. Ça veut dire moins de travail le week-end, moins d'arrêt des applications, etc. Donc, bien sûr, on peut s'en passer, mais ça a un coût. On peut passer à une base de données qui coûte moins cher, mais ça va coûter un petit peu plus cher en maintenance pour tout le monde. Autre fonctionnalité qui, là, est typique des bases de données commerciales et qu'on ne trouve pas sur les bases de données open source, on partage les curseurs sur Oracle. Le parsing sur Oracle, c'est comme compiler un programme. Et l'idée, quand on veut être performant et qu'on a beaucoup d'exécutions, ce n'est pas de compiler un programme chaque fois qu'on l'exécute. On le compile une fois et puis on l'exécute avec plusieurs paramètres. C'est les prepare statements pour le SQL. Et là, c'est pareil. On peut faire des prepare statements avec Postgres ou MySQL, mais derrière, les curseurs ne sont pas partagés. Donc, chaque session
devra refaire son plan d'exécution. Sur une petite requête, ça prend juste un petit peu de CPU. Sur des requêtes complexes, comme on a l'habitude de voir générées par des outils de BI ou des choses comme ça peut être très très long, prendre de la CPU, etc. C'est vraiment quelque chose qui manque sur les bases de données open source, mais bien sûr, ça rend leur code plus simple aussi. Dès qu'on se retrouve à partager des curseurs, il faut gérer des latches, des verrous entre eux, invalider quand il y a quelque chose qui change. Donc, quand on va vers l'open source, on va vers des programmes qui sont plus simples et évidemment avec moins de features. Je mentionne le partitioning ici, puis j'ai listé plein de features du partitioning juste parce que si vous lisez que d'autres bases de données ont aussi du partitioning, vous n'arrêtez pas là à vous dire, bon, il y a la même fonctionnalité. Le partitioning, il existe depuis longtemps sur Oracle et il y a énormément de fonctionnalités liées à ça que vous ne trouverez pas sur d'autres. Le partitioning Postgres, il est pour le moment très similaire au partitioning qu'on faisait en Oracle 7. Vous savez, où on créait plusieurs tables et on faisait une vue union-all au-dessus de tout ça. Index global, c'est nécessaire. Si vous partitionnez en OLTP, il y a forcément des requêtes qui ne seront pas optimales avec des index locaux qui devront aller lire plein de partitions d'index. Index global, c'est obligé si vous voulez partitionner sur l'OLTP. Pas d'en avoir beaucoup parce qu'ils sont plus durs à maintenir, mais vous devez en avoir. Et une feature finalement que j'aurais pu mettre en numéro 1 parce que comme j'aime bien faire du tuning sur Oracle et comme j'aime bien faire des upgrades qui ne font pas trop de dégâts, c'est probablement ma feature préférée. On peut faire tourner l'optimiseur d'Oracle sur l'équivalent de n'importe quelle version. Alors, je vais retourner dans mon écran de démo juste pour vous donner une idée de jusqu'où ça peut aller. Si je reviens là, c'est tout bon. Et je vais juste faire Show Parameter Optimizer déjà pour vous montrer tous les paramètres de l'optimiseur qu'on a. Et quand je veux savoir qu'est-ce que je peux mettre pour un paramètre, je mets une valeur fausse et l'erreur me dit ce que je peux mettre. Je suis sur une base 19, donc dernière version, supportée, tous les patchs de sécurité, etc. Mais je peux faire tourner l'optimiseur comme en 18, comme en 12.2, même comme en version 8. Alors le but, évidemment, ce n'est pas de faire ça et pas de faire ça pendant longtemps, mais on peut vraiment décorréler un upgrade des problèmes de régression qu'il peut y avoir sur des plans d'exécution. Et c'est quelque chose qui m'arrive souvent. On fait un upgrade, bien sûr, on l'a testé, mais il y a toujours des requêtes qu'on n'a peut-être pas testées qui ont un problème, un plan d'exécution qui change. On commence par mettre l'optimiseur tel qu'il était avant. Au moins, on débloque la prod. Et puis ensuite, on peut commencer à voir le pourquoi et aller regarder dans le détail quelles fonctionnalités derrière l'optimiseur, et on a des outils pour ça, quelles fonctionnalités derrière l'optimiseur font que le plan a changé. Et si on veut vraiment pas prendre de risques, sur Oracle, on a aussi les SQL plans baseline, donc avec SQL plan management, où on va capturer tous les plans. Et tout ça, ça fonctionne un petit peu de la même manière. On décorrèle la version de la base, de ce qu'on écrit, des patchs de sécurité, de la version de l'optimiseur qui est celle qui pose des problèmes quand on fait un upgrade. Et ensuite, on peut voir plus finement comment ça fonctionne. Ça, je ne connais aucune autre base de données qui fait ça, à part, j'ai vu que Google Spanner, donc la base distribuée qui marche que sur le cloud Google, avait commencé à implémenter cette idée. Forcément, pas dans le même niveau de détail. Ça, c'est hyper complexe à maintenir pour les développeurs Oracle. Ça veut dire que chaque fois qu'ils ajoutent une feature ou qu'ils fixent un bug, ils mettent un flag dans le code. Donc, il faut le maintenir. Forcément, on ne trouvera pas ça sur du code open source qui doit rester simple. Les int, pareil, alors là, c'est aussi une comparaison avec Postgres. La communauté Postgres ne veut pas avoir de int. Nous, en travaillant sur Oracle, on sait qu'on en a besoin. Pas tout le temps, pas aller mettre ça partout dans toutes les requêtes, évidemment, mais pour faire du troubleshooting, pour comprendre un plan d'exécution, et puis pour stabiliser les plans. Je mentionnais tout à l'heure les SQL plans baseline. C'est comme ça que ça fonctionne. On est en 11, on capture les plans, et en 12, on va rejouer ces plans, même si l'optimiseur est en version 12, on aura les plans de la 11 parce qu'on les aura capturés, et c'est grâce au int qu'on peut faire ça. Ensuite, je rentre dans des features qui sont basiques. C'est que si on veut stocker des données importantes dans notre base de données, on veut que ça soit solide. Et mon expérience, et c'est probablement la vôtre, sur Oracle, si l'instance crash, on la redémarre.
On cherche à comprendre pourquoi. Mais si j'ai juste l'instance qui crache, je ne vais pas lancer un DBV pour aller voir si j'ai des corruptions ou pas, parce que j'ai aucune raison d'en avoir. Il n'y a que si j'ai vraiment un message d'erreur, un Aura 600 qui me met un doute, mais je ne fais pas ça. La plupart de mes collègues qui travaillent sur d'autres bases de données, open source ou commerciales, si le serveur crash, si le storage crash, ils vont vérifier quand même qu'il n'y a pas de dégâts dans certains blocs. Oracle est super solide pour ça. Je ne vous dis pas de faire un shutdown abort startup force quand vous devez redémarrer une base en production, mais en réalité, ça marche très bien. Sur Oracle, on a Herman aussi. Bien sûr, tout le monde peut faire des backups, toutes les bases de données ont un outil de backup, mais Herman, ce n'est pas seulement un outil de backup, le R, c'est pour recovery, c'est-à-dire que faire des backups, c'est facile, mais garder un repository de tous les fichiers nécessaires au recovery, les backups full, incrémentaux, les archive logs, les copies, etc. Donc, Herman garde un repository et vous pouvez, de manière très simple, savoir de quoi vous avez besoin. Je regarde le temps qui passe vite, mais je vais quand même vous montrer le Recovery Advisor pour montrer à quel point Herman est pratique, mais aussi parce que pas beaucoup de gens le connaissent en fait. Alors, si je zoome ça, j'aurai moins de problèmes peut-être. Et je vais montrer Recovery Advisor. Si je trouve la démo que j'ai préparée, donc je suis sur SQL+, je vais sortir de SQL+. Je vais sortir de mon écran du bas, comme ça j'arrêterai de switcher de l'un à l'autre. Donc je suis sorti de SQL+, je lance Herman, Herman target slash. Je regarde mes fichiers. Je vais aller un peu vite sur la démo, c'est surtout… donc je vais faire exprès une corruption de fichiers. Donc je regarde le checksum des fichiers qui ont système dedans, donc de mes tablespace système de mes PDB ici. Et ici, vite fait, je fais un DD qui prend input file random, c'est-à-dire que je mets du random dans mes fichiers. C'est une belle corruption, mon checksum a changé. Et je vais faire encore mieux un shutdown abort, puisque je vous disais que le crash d'instance ne me fait pas peur. Bien sûr, je fais ça sur un lab. J'essaie de réouvrir ma base, de réouvrir mes PDB. Et la première chose, c'est qu'il va me détecter qu'il y a un problème. Alors, il met un peu de temps pour me détecter qu'il y a ce problème, plus de temps que ce que je ne pensais. Et ce que je vais vous montrer, c'est le Recovery Advisor. Dans quel état est-ce qu'elles sont? J'ai été un peu vite. Show PDB Mounted Alter Pluggable Database. All open. Voilà. Donc, il essaie de lire les fichiers système et forcément, il ne peut pas, donc impossible. Et pas de panique. En 3 commandes, on va corriger ça sans même se poser la question de qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, si ça vous arrive en prod, essayez quand même de savoir ce qui s'est passé. C'est intéressant pour savoir s'il y a des effets de bord. Mais ici, je demande à Herman list failure. Comme il a détecté un problème, il peut me dire ce qu'il y a eu. La première chose qu'il a détectée, c'est system data file corrupt. Je lui demande advice failure. Qu'est-ce que tu ferais, Herman? Parce que je ne maîtrise pas non plus très bien le recovery. Ce que je ferais, c'est un restore from standby. Ici, il se trouve que je n'ai pas fait de backup avant de ma base. Par contre, j'ai une standby. Et donc, il se dit, je vais aller chercher le fichier sur la standby. OK, c'est bien de me recommander. Fais-le. Repair failure. Il me demande de confirmer, mais ce qui est très important, c'est qu'il me précise no data loss. C'est-à-dire que s'il y avait un risque de perte de transaction, parce que par exemple, j'avais perdu du redo ou des choses comme ça, il me préviendrait. Là, je n'ai pas de risque et on peut lui faire confiance. C'est qu'Herman, il connaît exactement l'état des fichiers. Il y a un control file qui gère ça, il y a du redo qui gère ça, et il y a le repository Herman qui est dans le control file ou qui peut être ailleurs. Et là, ma base, elle est là. C'est-à-dire que j'ai lancé 3 commandes sans trop me poser de questions. J'avais 2 tablespace systems qui étaient corrompus. Et je réouvre tranquillement et je me connecte tranquillement à ma PDB qui était tombée tout à l'heure.
J'en suis à 11 et il me reste 5 minutes, donc je vais aller très vite. Quand même pour vous dire que quand je liste les fonctionnalités qui vont me manquer sur Oracle si je change, je liste le support. Et ça fait rire tout le monde parce qu'on n'a pas forcément la meilleure expérience du support. Si on ne voit le support que comme j'ouvre un SR et je passe 15, 20 allers-retours avec le support, envoyer des logs qui servent à rien et c'est long, etc. Non, moi, ce que j'aime avec le support, c'est qu'en fait, la plupart des problèmes que je rencontre, je n'ai pas à ouvrir un SR. Il y a la base de connaissances. En tapant le message d'erreur, un bout de la trace, je tombe sur la note qui va me donner un patch ou un workaround ou quelque chose comme ça. Parce qu'Oracle est très bien instrumenté, parce qu'une base de données commerciale a ce support. Comparaison avec l'open source, vous allez lire des pages de Stack Overflow sans trop savoir si c'est juste ou pas. Vous allez lire des mailing lists très longues. Sur l'open source, il n'y a personne en fait qui va faire un summary. Quand il y a un problème qui a été rencontré, un summary qui va être un résumé qui va être validé par le développement avec un workaround, etc. L'instrumentation, elle n'est pas que pour le troubleshooting en cas de problème, elle est aussi pour la performance. Sur Oracle, on a des wait events, on mesure le DB time, on voit ça sur des rapports StatsPack, AWR. Si vous voyez d'autres bases de données qui parlent de wait events, regardez, ça ne va pas aussi loin. Vraiment, avec Oracle, on peut savoir le temps passé en I/O, combien on a fait d'I/O, le temps moyen sur chaque I/O, et même le temps moyen sur des I/O de moins d'une milliseconde, le temps moyen sur des I/O entre 2 millisecondes et 3 millisecondes. Vous n'aurez pas ça ailleurs. Quand on fait de la performance, quand on veut savoir si on a un problème, quand on veut savoir si on a un problème sur l'application plutôt ou sur le système, sur le storage, c'est quelque chose qui va vraiment manquer en passant sur d'autres bases de données. On devra aller regarder au niveau de l'OS et y passer plus de temps. Upgrade et migration. On a des outils d'upgrade, on a des outils de migration, des transportable table space, on a vraiment beaucoup de choses. On a une bonne expérience avec ou pas. Forcément, il y a des problèmes et il y a des cas particuliers, mais on peut upgrader une base qui fait des terras et des dizaines de terras de manière très rapide parce qu'en fait, un upgrade ne touche que au dictionnaire. Et ça, vous ne le retrouvez pas partout. Quand vous faites un upgrade majeur sur d'autres bases de données, ils vont peut-être aller changer les blocs. Sur Oracle, un upgrade, il ne va jamais aller toucher les blocs. Donc, ça ne dépend que de la taille du dictionnaire. Si j'ai des centaines de terras de données, c'est juste la taille du dictionnaire qui va changer ma durée d'upgrade et donc moins de downtime. Oracle est multiplateforme. Ça aussi, c'est effectivement assez bien. Alors, pour rigoler, j'ai été chercher les plateformes qui étaient supportées en Oracle 7. On peut voir que les plateformes qui avaient du sens à l'époque et qui ne l'ont plus aujourd'hui, NetWare, OS2, etc., Oracle a toujours été multiplateforme et il y a probablement beaucoup d'applis qui ont été développées sur ces plateformes et qui maintenant tournent sur d'autres. Mais les applis, c'est le même code PLSQL, c'est le même code SQL, il y a une compatibilité énorme. Vue matérialisée, c'est quelque chose qui est utile pour, par exemple, du data warehouse, maintenir des agrégats. Il y a d'autres bases de données qui ont des vues matérialisées, mais c'est quelque chose qui a évolué et qui existe depuis, bon, ça s'appelait Snapshot avant, mais ça existe depuis au moins Oracle 7. Et on peut interroger la table et Oracle, l'optimiseur, va tout seul aller voir la vue matérialisée s'il sait qu'il peut trouver les mêmes données, par exemple. Et puis maintenir les vues matérialisées au fur et à mesure quand on est en Enterprise Edition. Donc là encore, l'idée, c'est ne regardez pas juste « Oh, il y a des vues matérialisées dans d'autres bases de données open source, ça va être facile d'y aller ». Non, si vous utilisez des vues matérialisées, ça va être différent, il va falloir sûrement coder des choses différemment. Toutes les features, toutes les fonctionnalités de flashback, on ne les utilise pas tous les jours, mais un jour, il y a quelqu'un qui va dropper une table et on va être content de pouvoir faire un flashback. Un jour, il y a une appli qui va se dire « Mais quelqu'un a modifié une donnée il y a 3 jours et on ne sait pas ce qui s'est passé ». Et on va pouvoir aller faire du log miner. Et vraiment, c'est des choses qu'on peut faire, je ne vais pas dire en 5 minutes, mais en une demi-heure, en 1 heure, on peut aller retrouver dans log miner qu'est-ce qui a changé et donner ça à l'utilisateur. Ça, on le trouve nulle part ailleurs. Et DataGuard, alors quand on est en Enterprise Edition, avec DataGuard, on a une standby. Et pareil, sur d'autres bases de données, vous avez des standby, mais on peut faire des switchovers, c'est-à-dire que ce n'est pas juste en cas de disaster recovery, démarrer une autre base, c'est que déjà, on est garanti en sync qu'on n'a pas perdu de transaction.
Ce n'est pas toutes les bases de données qui peuvent avoir une stand-by avec garantie de ne pas perdre de transactions et qui peuvent l'automatiser avec FSFO quand vous mettez un observer. Et donc, on arrive à faire de la haute disponibilité avec DataGuard. Si c'est manuel, ce n'est pas de la haute disponibilité. Il faut que quelqu'un prenne la décision de faire un failover. Ici, on peut vraiment faire de la haute disponibilité si, en cas de gros problèmes, on accepte que les applis mettent 2-3 minutes à pouvoir se reconnecter de l'autre côté. C'est une bonne disponibilité. J'ai plus que 2 minutes, donc en 19, je ne savais pas quoi lister. Je vous ai fait une liste des features que je trouve intéressantes sur Oracle et qu'on ne trouve pas ailleurs. Et je passe 1 minute sur la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est de se dire, mais toutes ces features Oracle, puisque mon management peut-être veut sortir d'Oracle un jour, ils ne veulent pas que je les utilise. Parce que forcément, si on utilise des features qui n'existent que sur Oracle, on se dit, mais après, on est bloqué sur Oracle. D'un autre côté, c'est dommage de payer Oracle et de ne pas utiliser les features qu'il y a. Donc, ma recommandation, c'est vraiment utiliser toutes les fonctionnalités Oracle qui vous font gagner du temps aujourd'hui. Si vous passez sur Postgres, MySQL, autre chose, n'importe quoi dans 5 ans, vous allez réévaluer ça. D'abord, peut-être qu'il y aura plus de fonctionnalités sur les autres. Et puis, utilisez au moins dans ces 5 ans ce qui vous fait gagner du temps. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que vous utilisez comme fonctionnalité. Et c'est un peu le but de la présentation aussi, c'est que vous gardiez à l'idée qu'est-ce que vous utilisez facilement et qui vous coûtera un effort de prix, de développement, de support si vous passez à autre chose. Et l'autre chose importante, c'est que si vous avez une idée claire de ce que vous utilisez sur Oracle et du coup que vous auriez à passer sur autre chose, quand vous allez discuter avec les sales Oracle et qui verront que vous avez vraiment un plan qui vous permet de changer, ils vont peut-être vous donner des discounts et des promotions différentes et vous allez peut-être finalement rester sur Oracle sans aucun problème. Donc, le message principal de tout ça, j'ai fait le tour de beaucoup de features que j'aime et qui existent depuis longtemps pour se les remémorer, pour savoir qu'on a quand même beaucoup de choses sur Oracle. Il y a des côtés lourds à Oracle, c'est une base de données qui a 40 ans, forcément, le code, il a accumulé beaucoup de choses, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. Si vous comparez avec d'autres, allez voir dans le détail ce que ça fait. Ce n'est pas juste parce qu'il y a marqué partitioning partout qu'on a les mêmes possibilités à la fois en performance et en maintenance de ce qu'on peut faire. Ne vous arrêtez pas juste à ce qui est la mode. Le graphique que je vous ai montré au début, c'est ce dont on parle, c'est la mode. Nous, ce qu'on veut quand on tient à nos données, c'est surtout des choses solides plus qu'à la mode. Et puis, ne regardez pas que les fonctionnalités développement. Aujourd'hui, c'est le développement qui dirige beaucoup de décisions. Donc, c'est vrai qu'il y a des fonctionnalités partout, mais le fait de pouvoir faire un flashback ou un switchover et de récupérer la base de données sans avoir perdu aucune transaction, c'est quelque chose qui n'a pas de prix et ce n'est pas forcément le développeur, l'équipe de développement qui va y penser tout de suite. Voilà, je laisse Yann me dire si on a le temps de regarder les questions. Sinon, si les questions sont dans le Q&A, je peux aussi y répondre après, je pense, au fur et à mesure. Je vais faire appel à Marco également pour justement savoir comment les gens peuvent poser des questions, mais on a effectivement le temps de répondre à des questions parce que le timing a été bien respecté. Alors, je ne vois pas le Q&A, en tout cas. Je ne vois rien. Il n'y a pas de questions dans le Q&A, en tout cas. Ouais, ça, je ne vois pas de questions non plus. OK. Alors, il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des participants? Oui, il y a quand même des participants. Si vous n'avez pas de questions, c'est parfait. Je ne sais pas du tout si les gens peuvent poser des questions en mettant leur audio, mais sinon, en le tapant sur le Q&A qui est en bas et que je vais mettre ici, vous pouvez. Sinon, je suis dispo sur Twitter. Ici, le QR code, c'est mon LinkedIn. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, mettre ce que vous voulez dessus. Donc, il y a aussi moyen de poser des questions après. OK, c'est tout bon s'il n'y a pas de questions. Merci Franck pour cette intervention. On va utiliser le temps qui reste jusqu'à 9 h pour faire un petit break. Et puis à 9 h, j'accueillerai à ce moment-là ton collègue Daniel. Voilà. OK, j'enlève mon partage d'écran. Oui, merci. Merci Franck.